Bonjour, chers étudiantes et étudiants de motivation et émotion PSF 342. Bienvenue dans cette nouvelle présentation où nous allons là, ça commence bien, parler du besoin d'appartenance sociale. C'est quelque chose que j'ai décidé de rajouter dans le cours parce que je trouvais ça intéressant et que j'avais oublié de le mentionner lorsque je vous avais parlé de la matière. Donc, on va parler un peu de ça ici. Euh, euh, donc, l'idée, c'est que dans ce cours-ci, je vais faire l'argument que plusieurs ont fait, que chez l'être humain, nous avons un besoin fondamental qui est un besoin d'appartenance sociale. Je vais faire l'argument que le désir que nous avons ou la motivation que nous avons à être avec les autres, appartenir à un groupe social, n'est pas simplement une question de n'est pas simplement une question de désir comme ça, ou c'est le fun, ou j'aimerais bien ça. C'est vraiment un besoin fondamental d'appartenance sociale. Donc, le but de la présentation ici est de regarder les arguments qui ont été faits par les chercheurs, chercheuses dans le domaine, qui proposent que non, c'est pas juste quelque chose qu'on veut parce que c'est le fun, mais c'est un besoin fondamental, l'appartenance sociale. Donc, ces chercheurs-là, il y en a plusieurs, mais des gens comme Baumeister, par exemple, sont reconnus pour être vraiment... Baumeister, entre autres, est un chercheur qui a fait cet argument beaucoup et très bien, qui continue à le faire, comme quoi les humains auraient une pulsion fondamentale à former et maintenir un minimum de relations interpersonnelles positives et durables. Okay? Et donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, si c'est un besoin fondamental, ça va impacter vos comportements, vos motivations et vos émotions dans toutes sortes de sphères de votre vie. Il y a toutes sortes de phénomènes émotionnels et motivationnels chez vous qui vont être en partie, tirer en partie leur origine de cette pulsion que vous avez à former et maintenir au moins un minimum de relations interpersonnelles positives et durables. Et donc, c'est ce que je viens de dire ici. Cette pulsion serait une source d'énergie pour beaucoup de comportements sociaux, entre autres. T'sais. Pourquoi est-ce qu'on fait toutes les choses qu'on fait socialement? Baumeister et d'autres diraient, en partie, c'est à cause que nous sommes des animaux avec une pulsion à former et maintenir un minimum de relations interpersonnelles positives et durables. Donc, comprenons encore la distinction ici, c'est pas qu'on aime ça, oui, on aime ça, mais je veux dire, c'est pas qu'on recherche ces relations-là parce que c'est le fun ou qu'on aime bien ça, c'est vraiment une pulsion fondamentale. OK? Et cette pulsion fondamentale, ce besoin fondamental aurait évidemment une origine biologique, évidemment, et aurait évolué au cours de l'évolution de Homo sapiens, des êtres humains, sous la logique suivante. On pourrait faire tout un cours là-dessus, mais pour faire une histoire courte, les relations interpersonnelles et l'appartenance à un groupe auraient été des éléments vraiment fondamentaux à la survie de nos ancêtres et aussi à la reproduction de nos ancêtres hominidés. Ça veut dire, les ancêtres des différentes espèces qui ont graduellement donné notre espèce, qui est Homo sapiens. Okay? Des espèces comme Homo habilis, Homo erectus, tout ça, si vous retournez dans l'évolution, vous allez voir que nous avons passé à travers, pas nous, mais les hominidés ont passé à travers plusieurs types d'espèces et graduellement, ils sont arrivés à Homo sapiens. Il y avait l'homme de Néandertal aussi, Homo néandertalis, qui n'existe plus maintenant. Mais chez toutes ces espèces-là, les relations interpersonnelles et l'appartenance à un groupe auraient été des éléments fondamentaux à la survie des individus dans ces espèces-là et aussi à leur reproduction. Okay? La tendance à former des groupes coopératifs aurait offert, par exemple, à nos ancêtres de la protection mutuelle et du support et aussi des opportunités pour se reproduire, okay? et pour passer leur gène à la prochaine génération.
Et donc, tout ça, ce que ça veut dire, et dans un environnement où... Parce que ce qu'il faut garder en tête, dans le fond, c'est que chez... bon, prenons juste notre espèce. Chez Homo sapiens, mais aussi chez les espèces qui nous ont précédés, comme Homo erectus, Homo habilis, et ainsi de suite. Si on nous compare à d'autres animaux sur Terre, on n'est pas les plus rapides, on n'est certainement pas les plus gros, on n'est pas les plus massifs, on n'est pas les plus forts. OK? Donc, si on nous met dans la nature avec toutes sortes de prédateurs, là, on est probablement, au niveau physique, là, on est un des premiers à partir. OK? Nous sommes faits de chair relativement facile à percer, avec des os relativement faciles à casser. Okay? Il y a plusieurs prédateurs qui ont une pression au niveau de la mâchoire qu'ils peuvent exercer, qui peuvent très facilement casser plusieurs de nos os. Okay? Donc, on n'est pas les plus forts, les plus rapides, les plus massifs, les plus dangereux. Mais ce qui fait d'Homo sapiens une espèce particulière, c'est qu'on a tendance à être les plus coopératifs avec l'un l'autre et à se tenir en groupe. Okay? Et c'est ça qui a fait que nous sommes si présents sur la Terre présentement. Okay? Et qu'on a survécu pendant des milliers d'années face à toutes sortes de problèmes au niveau de prédateurs, des problèmes de changement de climat, de changement dans l'environnement, des tremblements de terre, des trucs comme ça. Quand on regarde des maladies, des infections, des pandémies au cours des derniers milliers d'années, tu sais, quand on regarde, en fait, au cours d'à peu près 50 000 ans, ce qui fait qu'on a survécu, c'est vraiment notre tendance à coopérer ensemble. OK? Et c'est ça qui est important dans notre évolution. C'est certainement pas notre force, notre rapidité ou quelque chose comme ça. Et donc, la logique de ça, c'est que si on regarde par le passé, certains de nos ancêtres auraient été meilleurs, juste par hasard comme ça, à cause de certaines mutations génétiques, auraient eu des cerveaux qui auraient été meilleurs à établir et maintenir des liens coopératifs avec autrui, et d'autres auraient été moins bons. OK? Et la logique, c'est que c'est tellement important pour la survie, lorsqu'on est un Homo sapiens, d'être capable de coopérer avec d'autres Homo sapiens, que ces ancêtres qui avaient ces variations génétiques-là, qui faisaient en sorte qu'ils étaient encore meilleurs à maintenir et établir des liens coopératifs, ils auraient eu beaucoup plus de chances de survivre et de se reproduire que ceux qui étaient moins bons avec ça. Ceux qui avaient moins tendance, qui avaient plus tendance à se tenir tout seuls, par exemple, ou refuser la coopération et ainsi de suite. OK? Donc, non seulement la tendance à établir et maintenir des liens coopératifs aurait été sélectionnée au cours de l'évolution, ça veut dire que nos ancêtres qui avaient cette tendance-là auraient eu beaucoup plus de chances de survivre et se reproduire. Mais l'inverse est aussi vrai, que la tendance à ne pas rechercher ces liens, donc nos ancêtres qui avaient des habiletés très faibles en termes de coopération, qui n'étaient pas du tout motivés par la coopération, eux autres, ils n'auraient pas été sélectionnés. Ça veut dire qu'ils auraient eu moins de chances de survivre et de se reproduire. Pour la simple et bonne raison que si on n'est pas intéressé à la coopération des autres lorsqu'on est un Homo sapiens, on ne va pas survivre longtemps. OK? Ça va être très dur de survivre et de se reproduire et de passer ces tendances-là à la prochaine génération. Pensez dans votre vie en général comment dépendant vous êtes des autres. OK? Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Si oui, est-ce vous qui avez fait pousser ou produit votre propre nourriture? Oups, non. Vous êtes dépendant de tout un système agroalimentaire. Vous portez des vêtements, j'assume. Ou vous êtes au moins en pyjama en écoutant cette présentation. Si vous portez des pyjamas ou des vêtements, j'imagine que c'est pas vous qui les avez faits vous-même. Vous les avez pas produits vous-même. Vous n'êtes pas allé chercher dans la nature les fibres de coton et de lin et ainsi de suite et vous ne les avez pas traités vous-même et ensuite vous n'avez pas produit vos vêtements vous-même. Non, vous avez fait appel à des gens qui l'ont fait pour vous.
Vous êtes présentement en train d'écouter ceci via l'Internet. J'imagine que vous n'avez pas inventé le Wi-Fi vous-même et produit votre propre router. Peut-être que certains seraient capables de le faire, de produire leur propre router. Moi, j'aurais aucune idée. Non, vous dépendez. Tu sais, juste dans ces trois exemples-là, on voit que vous dépendez à 100% euh, d'un réseau social, OK, qui est très, très vaste, là. C'est ça la force chez Homo sapiens. C'est cette tendance à collaborer ensemble. Okay? C'est certainement pas notre force individuelle, notre vitesse individuelle, et ainsi de suite. Donc, la logique de tout ça, c'est qu'au cours des milliers d'années, les Homo sapiens, les humains, ont évolué pour être très, très forts au niveau de l'appartenance sociale. Pour que ça soit quelque chose qu'ils valorisent beaucoup, qu'ils recherchent constamment, dont ils ont besoin, et même au niveau physiologique. On ne parle pas juste au niveau psychologique, c'est le fun, c'est plaisant d'avoir une relation sociale. On parle vraiment au niveau même physiologique, dans la façon dont nos corps sont formés et fonctionnent. Nous et plusieurs autres primates sociaux, comme les chimpanzés et ainsi de suite, sommes évolués pour rechercher l'appartenance sociale. Donc ça, c'est la proposition ici. Donc c'est un besoin d'appartenance fondamental, extrêmement important. OK? Si tout ceci est vrai, si l'appartenance sociale est un besoin fondamental, fondamental ne devrait pas avoir de E ici, je suis désolé. Au lieu d'être désolé, je vais juste le changer tout de suite. Non, je ne peux pas le changer dans le fond, je viens de réaliser. C'est correct. On devrait voir les choses suivantes. Okay? Premièrement, on devrait voir une tendance universelle à la formation et au maintien de relations sociales. Ça veut dire qu'on devrait voir que partout au monde, peu importe la culture, les êtres humains ont tendance à former et maintenir des relations sociales. On devrait aussi voir que les relations sociales, leur présence ou leur manque, ont un impact très important sur des systèmes cognitifs, des systèmes émotionnels. OK? On devrait aussi voir que si on prive quelqu'un du besoin d'appartenance sociale ou de relations sociales, on devrait voir des effets négatifs importants. Et on devrait aussi retrouver une certaine composante physiologique aux relations sociales. Donc ça, c'est les 4 choses qu'on devrait retrouver si en effet l'appartenance sociale est bel et bien un besoin fondamental et non simplement quelque chose qui est le fun à avoir ou qui est profitable à avoir. Et ce que je vais faire dans le cadre du cours, c'est regarder faire l'argument pour montrer que chacun de ces éléments-là est présent et qu'en effet l'appartenance sociale est un besoin fondamental. Prenons le premier élément, l'idée de formation et maintien de relations sociales. Okay? Quand on regarde les recherches en psychologie interculturelle, les recherches en anthropologie et les recherches dans différentes disciplines, il est assez évident que les humains, dans toutes les cultures, sont caractérisés par une tendance à former des relations très facilement, sans nécessairement avoir besoin de contexte spécifique. Tout ce que tu as besoin, c'est de mettre des gens ensemble et généralement, les gens vont se parler et apprendre à se connaître. Okay? Oui, nous vivons dans des très grandes villes où est-ce que vous ne connaissez pas tout le monde. Mais si je vous mets en petit groupe, je vous mets ensemble, graduellement, quelqu'un va parler avec quelqu'un. Ça va se faire naturellement. J'ai pas besoin de... oui, certaines personnes sont meilleures à ça que d'autres. Okay? Certaines personnes peuvent être très gênées. Mais les humains, en général, forment des relations très facilement. Okay? Et cette habilité-là émerge dès la naissance avec, c'est en fait la base de ce qu'on appelle les théories de l'attachement, là, entre autres de Bowlby en 1969. Okay? Ces théories-là et les études en attachement démontrent très bien que dès que le bébé est né, il commence déjà à former une relation avec la maman et avec d'autres adultes. Et tous les humains font partie de groupes primaires
ça veut dire des groupes, des petits groupes, ont des relations avec la famille, les amis, ont ou sont motivés ou vont avoir ou ont eu dans leur vie des partenaires. OK? Oui, les gens diffèrent en termes de est-ce qu'ils sont en contact avec leur famille éloignée ou non. Est-ce que certaines personnes restent peut-être célibataires toute leur vie? Certaines personnes ont plus d'amis que d'autres. Oui, oui, plein de variabilités, OK? Plein de diversité et de variabilité, mais au centre de cette variabilité et cette diversité-là, il reste que les êtres humains sont caractérisés par une tendance à faire partie de groupes primaires, à avoir des relations avec la famille, avec des amis, avec des partenaires. Et à la connaissance que nous avons présentement en anthropologie, il ne semble exister aucune culture au monde qui est caractérisée par le manque ou l'absence de relations sociales. Donc, il n'y a aucune culture où est-ce qu'on valorise ou qui tourne alentour du manque ou d'absence de relations sociales. Okay. Et la logique à comprendre pour ça est facile à comprendre, c'est que s'il y avait une culture comme ça, ben cette culture ne pourrait pas exister parce que c'est quoi la culture? La culture présuppose que... Une culture, c'est quoi? C'est quelque chose qui émerge d'un paquet de relations sociales, dans le fond. Ça prend des gens qui interagissent entre eux pour donner une culture, right? C'est ça une culture, c'est des gens qui interagissent entre eux. Donc, s'il existe une culture caractérisée par le manque ou l'absence de relations sociales, cette culture-là ne pourrait pas vraiment exister de toute façon. Et il y a toutes sortes d'autres preuves à l'appui, comme le fait que nous avons tendance à nous identifier rapidement à un groupe. Il y a plusieurs études classiques de Billig et Tachfel ou de Sheriff et ses collaborateurs, par exemple. Des études très vieilles, mais très intéressantes et qui suggèrent que, par exemple, si tu prends un groupe d'enfants et tu leur donnes, par exemple, tu prends un groupe de 20 enfants et tu dis, vous autres, les 10, vous êtes le groupe des crayons bleus. Vous leur donnez des crayons bleus. Puis vous autres, les autres 10, c'est le groupe des crayons rouges. Vous leur donnez des crayons rouges. Mais vous allez voir les crayons bleus commencer à se tenir surtout avec les autres crayons bleus. Puis les crayons rouges commencer à se tenir surtout avec les autres crayons rouges. Puis parler juste aux crayons rouges. Puis vous allez voir que les gens s'identifient alentour de toutes sortes de groupes avec quelque chose d'aussi stupide que la couleur d'un crayon, par exemple. Vous autres, vous êtes les gilets rouges, vous autres, vous êtes les gilets bleus. Okay? Et les gens ont tendance à se former en groupe alentour de toutes sortes de variables, même des variables absolument inutiles comme la couleur d'un gilet ou d'un crayon, par exemple. Donc, on a tendance à s'identifier rapidement à un groupe. On aime beaucoup s'identifier en tant qu'un membre de certains groupes, okay? Ou d'une certaine communauté. Ça nous vient très facilement, les êtres humains. Et donc, tous ces éléments-là sont des preuves à l'appui, selon Baumeister et Leary en 1995, comme quoi le besoin d'appartenance sociale serait inné et universel. OK? Maintenant, j'ai dit que nous avons plein de tendances à nous engager dans toutes sortes de relations. C'est le fun de commencer à réfléchir au type de relations dans lesquelles nous nous engageons. OK? Et il y en a plusieurs, et des gens comme Kirkpatrick et Ellis ont fait un genre de nomenclature où on répertorié tous les types de relations dans lesquelles nous sommes engagés. Okay? Premièrement, si on prend ça, et on va en parler en regardant du plus large et un peu flou au plus petit et spécifique. Okay? Peut-être pas flou et spécifique, mais du plus large au plus petit. Premièrement, nous faisons partie de groupes au niveau macro. Vous faites partie de groupes au niveau macro. On parle ici de tribus, de villages, de villes, de communautés, de quartiers, de pays. OK? Vous faites partie d'un quartier, vous faites partie d'un pays, vous faites partie d'une communauté, vous faites partie d'une ville, vous faites partie de... c'est ça, des groupes au niveau macro. OK? Les membres de ces groupes-là, au niveau macro, ne sont pas nécessairement en contact direct avec les autres, mais on s'y associe puisque ça leur offre des ressources et la défense contre les autres groupes. OK, je suis Canadien, je ne connais pas tous les Canadiens, j'interagis pas avec tous les Canadiens,
Mais être Canadien m'offre certains avantages. Ça vient avec certains services sociaux, un système de santé, une structure sociale, des institutions. Il y a une armée pour défendre moi et les autres Canadiens. OK? Et donc, c'est ce que ça offre, le fait de faire partie d'un groupe au niveau macro. Si vous faites partie d'une ville, vous avez peut-être accès à des services, encore une fois. Donc, les groupes au niveau macro sont les plus gros groupes auxquels nous appartenons. Et évidemment, on peut faire l'argument que ça va plus loin que pays, par exemple. On pourrait dire, ben, nous sommes tous des terriens, donc nous faisons partie du groupe macro de la planète Terre. Oui, ok. On pourrait aller plus loin, mais tu sais. Donc, ça, c'est l'idée du groupe au niveau macro. Un peu plus bas, nous faisons aussi partie de plusieurs coalitions instrumentales. Alors, des coalitions instrumentales, ce sont des groupes qui travaillent ensemble pour un objectif commun. Et ça, c'est l'idée ici. Là. Un objectif commun. Le groupe est organisé autour d'une tâche spécifique. Alors, on voit ici une tribu. J'aurais dû essayer de trouver quelle tribu spécifique. Je ne sais pas si ce sont des Zoulous. Je crois que ce sont des Zoulous d'avoir vu de l'Afrique du Sud, mais je ne suis pas certain. Mais on voit ici une coalition de chasse. Alors, ce sont des hommes qui se mettent en groupe pour partir à la chasse. Okay? Donc, ça, c'est une coalition instrumentale organisée alentour d'un but de chasse. Okay? On voit ici une équipe de hockey. Bien, une équipe de hockey, c'est pas pour survivre comme la chasse. On pourrait dire que c'est moins important que la chasse, mais c'est quand même une coalition instrumentale parce que c'est un groupe d'individus qui se tiennent ensemble dans un certain but. Okay? De gagner des parties ou remporter un championnat ou quelque chose comme ça. Plus bas que ça, nous faisons aussi partie de relations sociales de nature sexuelle. J'ai mis de nature sexuelle, j'aurais dû mettre, c'est parce que je pense directement au niveau du but biologique ultime de ça, là. Mais j'aurais pu mettre aussi de nature intime. Okay? Des relations sociales de nature intime, / amoureuse, / sexuelle, okay? Qui sont des relations évidemment très importantes pour nous permettre de nous reproduire. Okay? Sans ces types de relations-là, personne ne se reproduirait et ça serait pas mal terminé pour l'espèce humaine. Okay? Donc, si vous avez une chum, un chum, une blonde, une épouse, un mari, une partenaire, on parle ici de relations sociales de nature intime ou sexuelle. Mais je préférais ici mettre sexuel parce que, ultimement, biologiquement parlant, c'est le but de ça. Et intime, on peut avoir des relations intimes sans qu'elles soient sexuelles. T'sais. Nous avons aussi des relations familiales. Vous êtes le fils ou la fille de quelqu'un. Vous êtes peut-être le frère ou la sœur de quelqu'un. Et donc, vous êtes peut-être l'oncle ou le neveu ou le cousin de quelqu'un. Donc, on parle ici de relations familiales, typiquement organisées autour de communalités génétiques. Ça veut dire que typiquement, les relations familiales, ce sont des gens avec qui vous avez une certaine composante génétique en commun. Okay? Mais pas nécessairement. Chez les êtres humains, on retrouve aussi l'adoption, où est-ce que les gens vont adopter des enfants avec lesquels ils n'ont aucun, techniquement, lien génétique. Ils peuvent même aller chercher des enfants dans d'autres pays, dans d'autres groupes culturels, et quand même les considérer leur famille. Mais généralement, la famille est... on parle ici de... C'est typiquement organisé autour de communalités génétiques.
Faisons aussi partie de relations amicales. OK? On parle ici de compagnons, d'amis, qui nous donnent, et ce que ces amitiés-là nous donnent, c'est ça nous donne des compagnons, donc des gens pour nous accompagner, et aussi de l'aide aux besoins. Okay? Très souvent, ce qu'on va chercher et ce qui caractérise l'amitié, c'est le fait que nos amis sont là pour nous aider. OK, pardon, j'ai mis ça sur pause pour répondre à quelqu'un. Donc, j'étais en train de parler donc de l'amitié, ce qui est un groupe dont nous faisons, un type de groupe que nous avons. Du moins, j'espère que vous avez des amis. Évidemment, encore une fois, euh, il y a énormément de différences individuelles. Hein? Il y a des gens qui ont énormément d'amis, des gens qui ont très peu d'amis. Euh, Toutes ces variations-là existent. OK? Il y a des gens qui ont beaucoup d'amis, que ce sont des amis moyens. Il y a des gens qui ont très peu d'amis, mais ce sont des excellents amis. T'sais. Donc, il y a beaucoup de variations. Mais il reste que on a tendance aussi à faire partie de relations amicales. Okay. Et les psychologues, entre autres, c'est une question bizarre, mais c'est intéressant, c'est qu'on se demande, entre autres, chez les êtres humains, en moyenne, combien d'amis avons-nous? T'sais? Et est-ce que nous sommes capables d'avoir beaucoup d'amis? Ou est-ce que nous sommes un peu... est-ce que nous avons évolué pour faire partie de petits groupes et avoir un nombre restreint d'amis? Et il y a certains psychologues et chercheurs qui vont faire l'argument, par exemple, que les êtres humains sont pas capables d'avoir plus que 150 amis, par exemple, ou 150 bonnes connaissances. Parce que c'est trop difficile ensuite, au niveau cognitif, de garder tout ça en tête. Qui aime qui fait quoi, qui est mon allié dans telle situation, à qui je devrais aller si j'ai tel problème, à qui je dois quoi. D'autres vont dire non, il n'y a pas de limite. La question est ouverte, c'est une question intéressante. Aussi, il y a toute une question de la redéfinition de l'amitié dernièrement avec les médias sociaux. Okay? Le mot ami ne veut peut-être pas dire ce qu'il voulait dire avant. Et quand je dis que j'ai 300 amis sur Facebook, qu'est-ce que ça veut dire? T'sais? Est-ce que c'est vraiment des amis? Donc, les médias sociaux ont vraiment, ou sont en train de changer toutes sortes de trucs par rapport à l'amitié d'un point de vue intéressant. Ça va être intéressant de voir dans le futur comment ça va changer. Donc, nous faisons partie de toutes sortes de relations, ok? Des larges, comme des groupes macro, à des petites, comme des relations familiales ou des relations amicales. Okay? Et encore une fois, à travers tout ça, il y a énormément de variabilité. Il y a des gens qui ont des plus grosses familles, des plus petites familles. Il y a beaucoup, beaucoup de variabilité. Mais l'idée, c'est que, en moyenne, chez les êtres humains, on fait partie de pas mal tous ces groupes-là. Ces groupes-là, toutefois, ne sont pas fixes en termes de critères d'exclusion ou d'inclusion. Okay? Donc, ça veut dire que pour faire partie de chacun de ces groupes-là, c'est pas tous les mêmes critères qui nous permettent de faire partie de ces groupes-là. Okay? Comme par exemple, pour faire partie d'une communauté, il faut qu'il y ait un partage d'héritage ou d'attitude. Si vous ne partagez pas un certain héritage ou une certaine attitude qui est associée à une certaine communauté, vous ne... on ne peut pas vraiment dire que vous faites partie d'une communauté. OK? Imaginons par exemple que dans mon coin, je sais pas moi, il y a une communauté qui est vraiment comme de gens qui sont obsédés par l'aviation. Ils adorent tout ce qui est aviation. Ils se rencontrent pour parler aviation. Il y a un groupe Facebook.
Aviation, c'est à peu près 300 personnes. Ils se font des rencontres. Euh, tu sais, et moi, je pourrais pas dire, ben, moi aussi, je veux faire partie de cette communauté-là, mais l'aviation, je déteste là. Je déteste ça, je m'en fous, je m'en fiche, ça m'intéresse nullement. Puis j'ai aucune expérience là-dedans. Mais de quelle manière est-ce que je pourrais dire que je fais partie de cette communauté-là? Je peux pas vraiment. T'sais. Il faut qu'il y ait un partage d'attitude au moins, ou un certain héritage faire partie d'une communauté. Ok. Je ne fais pas partie de la diaspora haïtienne, par exemple. Ok. La diaspora haïtienne étant qu'il y a des gens d'origine haïtienne un peu partout dans le monde, beaucoup en Amérique du Nord, euh, beaucoup de nos compatriotes canadiens, canadiennes sont d'origine haïtienne. Ok. Je ne fais pas partie de la diaspora haïtienne. Pourquoi? Parce que j'ai pas ce partage d'héritage-là. Ok. Je n'ai pas, je ne suis pas né en Haïti, je n'ai même pas de famille haïtienne. Fait intéressant, j'ai vécu en Haïti 3 ans, mais c'est pas assez pour faire partie de la diaspora haïtienne. Je n'ai pas, génétiquement, je ne fais pas partie, disons, du groupe que l'on retrouve sur l'île d'Haïti. Tu sais. Et donc, je n'ai aucun droit de dire que je fais partie de la communauté, la diaspora haïtienne. Je pense que vous comprenez la logique. Lorsqu'on parle d'une coalition instrumentale, ben là, pour faire partie d'une coalition instrumentale, on parle il faut avoir certaines compétences et certaines habiletés à contribuer au groupe. Okay? Vous ne retrouverez jamais dans une équipe de hockey quelqu'un qui est complètement incompétent au hockey et qui n'est pas capable de jouer au hockey. Ben, je veux dire, vous pouvez retrouver, mais il va y avoir beaucoup de pression pour que cette personne-là ne fasse plus partie de l'équipe. Vous ne retrouverez jamais dans un groupe de chasse quelqu'un qui est incapable de chasser. C'est ça. Sauf, évidemment, dans le cas où ces coalitions instrumentales font venir à bord ou font rentrer des individus en tant que novices, et là, le but, c'est de les entraîner, par exemple. Okay? Mais généralement, si vous faites partie d'une coalition instrumentale, il faut que vous ayez une certaine compétence et habileté à contribuer au groupe, parce que cette coalition instrumentale-là est basée alentour d'un but. Okay? Pour faire partie de relations intimes / sexuelles, il faut avoir une certaine valeur partenariale. Okay? Votre chum, c'est votre chum parce qu'il vous attribue une certaine valeur partenariale. Vous avez pour lui une certaine valeur en tant que partenaire. Okay? Votre blonde, même chose. Elle vous attribue une certaine valeur partenariale, votre épouse. Et d'ailleurs, très souvent, lorsqu'on a un divorce ou lorsqu'il y a une brisure de relation, c'est parce qu'il y a eu atteinte au niveau de la valeur partenariale. Les gens vont dire, ben, je suis plus en amour, ou on est tombé hors de l'amour, ou quelque chose comme ça. La personne a perdu sa valeur partenariale pour moi. Pour faire partie de la famille, ben là, c'est logique, il faut un certain lien génétique, mais c'est pas 100% obligatoire chez l'humain parce qu'on a on a aussi des exemples d'adoption. Okay? Mais généralement, les familles sont organisées alentour de liens génétiques. Okay? Donc, mon frère fait partie de ma famille. Il partage 50% de mes gènes. Il fait partie de ma famille. C'est mon frère. Mon voisin, je peux très bien m'entendre avec, mais il ferait pas typiquement partie de ma famille, même si je m'entends très bien avec. Même si je m'entendais mieux avec mon voisin qu'avec mon frère, la plupart des gens diraient que mon voisin n'est pas ma famille et mon frère est ma famille. À cause de ce lien génétique-là. OK? Mais encore une fois, c'est intéressant chez les êtres humains, parfois, il peut y avoir un genre de lien de famille qui se forme chez des très très bons amis qui vont être plus forts que des liens de famille formés génétiquement. OK? Et aussi chez des coalitions instrumentales. Je pense à certains groupes
de soldats qui ont vu le terrain, sont allés en zone de guerre et reviennent et sont presque comme de la famille pendant tout le reste de leur vie. T'sais. Donc, il y a beaucoup de variabilité comme ça chez l'être humain. Mais la famille est généralement définie selon un lien génétique et aussi a une tendance à sacrifier pour les autres. Okay? Typiquement, on a tendance à sacrifier beaucoup plus pour notre famille, pour nos parents, pour nos enfants, que l'on le ferait pour des étrangers ou un voisin ou quelque chose comme ça. L'amitié est définie beaucoup par la tendance à offrir de la compagnie et du support. Okay? Puis, je parle ici là, de critères d'exclusion. Ça veut dire que l'inverse de tout ça ferait en sorte qu'on ne peut pas faire partie. On ne peut pas faire partie d'une communauté si on ne partage pas d'héritage ou d'attitude. Okay? Si on est incompétent et inhabile dans une certaine tâche qui est visée par une coalition instrumentale, on ne peut généralement pas faire partie de cette coalition instrumentale-là. Si on n'a aucune valeur partenariale pour une personne, on ne peut généralement pas être en relation intime / sexuelle avec cette personne. Si on n'a aucun lien génétique avec un individu et on n'a pas du tout tendance à sacrifier pour cette personne, on peut pas vraiment dire qu'on fait partie de sa famille. Okay? Et si vous n'offrez jamais de compagnie ou de support à quelqu'un, on ne peut pas vraiment dire que vous êtes un ami ou une amie. Pour que ça soit de l'amitié, il faut qu'il y ait une tendance à offrir de la compagnie et du support. Donc, ce qu'on voit, c'est que les critères d'exclusion ou les critères d'inclusion, ce que ça prend pour être dedans ou bien l'inverse, ce que ça prend pour être exclu de différents genres de relations, varient en fonction des relations. OK? La compétence et l'habilité à contribuer à un groupe, le fait d'être incompétent ou inhabile au hockey ne va jamais faire en sorte que votre famille va vous renier. OK? Jamais, 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 jamais. Le fait que vous avez un certain héritage ou certaines attitudes ne va pas vraiment faire en sorte que vous avez une moins bonne compétence ou habilité à contribuer au groupe, par exemple. OK? Donc, chaque niveau a son propre critère d'exclusion. Mais oui, il y a des recoupements dans le sens où si vous avez une certaine attitude, comme si vous faites partie d'une communauté, je ne sais pas moi, de gens qui pensent que comment dire, de suprémacistes blancs, par exemple, si vous avez cette attitude-là, il n'est pas impossible que, même si vous êtes très attirant, très attirante, et très intelligent, très intelligente, et ainsi de suite, et vous avez un bon travail, et donc vous avez une haute valeur partenariale, quelqu'un ne veut quand même pas rentrer en relation avec vous à cause de cette attitude-là d'être suprémaciste blanc, par exemple. Donc, il y a du recoupement quand même entre les niveaux. Là. Exemple un peu intense, je ne pouvais pas passer à d'autres choses. Mais en tout cas. Et en plus, il y a des... en fait, ça revient un peu à ce que je viens de dire. Je me fais surprendre par mon propre PowerPoint. Là. Ce que je voulais rajouter de ça, c'est qu'il y a certains critères d'exclusion qui sont partagés par tous ces niveaux-là. Comme la malhonnêteté. La malhonnêteté va vous sortir d'une communauté, va vous sortir d'une coalition instrumentale, va vous sortir d'une relation intime / sexuelle, pourrait potentiellement faire en sorte que votre famille vous renie. C'est très fort le lien génétique chez les êtres humains, extrêmement fort. Va définitivement vous sortir de l'amitié. La violence aussi peut très facilement vous sortir d'une communauté, d'une coalition instrumentale, définitivement d'une relation intime sexuelle, même si on peut retrouver des cas où est-ce qu'il y a de l'abus de partenaires et les personnes restent quand même, mais ça, il y a généralement des raisons complexes pour ça. Ça peut faire en sorte que votre famille vous renie. Ça va définitivement vous faire perdre des amitiés. Donc, il y a des critères d'exclusion qui sont communs à tous ceux-là. Donc, on a tendance à former toutes sortes de relations à travers toutes sortes de niveaux. Et en plus de former des relations, on semble aussi très motivé à maintenir les relations que nous avons, même si elles ne sont pas toujours fonctionnelles. OK?
Et des exemples de ça, de fois où on veut maintenir des relations, même si elles ne sont pas toujours fonctionnelles, c'est même lorsqu'on a eu une relation à temps limité, qu'on sait que ça va être à temps limité, on souhaite quand même garder le contact. Okay? Vous partez en vacances, pendant 2 semaines, vous rencontrez en vacances dans un autre pays quelqu'un, vous vous liez d'amitié avec cette personne-là, vous savez très bien que vous êtes dans le pays juste pour 2 semaines, puis que vous ne savez même pas si vous allez revenir dans le pays à un autre moment dans votre vie. Mais ça fait rien. Vous souhaitez quand même garder le contact. Vous n'allez pas dire, ah ben c'était le fun, on se parlera plus jamais. Écoute, personne ne peut avoir d'amitié sur Internet. Bien qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, c'est très différent. Ça permet de garder des amis alors que ça serait beaucoup plus difficile de le faire si ces médias sociaux n'existaient pas. Il faudrait utiliser le téléphone, des lettres. C'est très différent. Mais donc, même si on a des relations à temps limité, on souhaite quand même garder le contact. Okay? Il y a des données qui suggèrent, par exemple, que lors de déménagement, on fait des genres de cérémonies. On va faire un souper pour inviter nos voisins qui quittent, qui sont achetés une maison à quelque part d'autre et ils quittent. On connaissait un peu nos voisins. On va se faire un petit barbecue avant qu'ils partent, par exemple, où on va au moins aller les voir pour leur dire salut, un genre d'aspect cérémoniel. Même si cette relation-là a peu de fonctions et peu de probabilité de réunion dans le futur. Donc, on est vraiment motivé à maintenir les relations qu'on a. Okay? Et même, il y a beaucoup de données qui suggèrent que malheureusement, ceci est aussi présent dans le cas de relations abusives. Okay? Que les gens ont tendance à maintenir des relations abusives. C'est très difficile de couper complètement quelqu'un de sa vie. On a tendance à maintenir des relations, pardonner les gens, leur donner le bénéfice du doute, et ainsi de suite. Okay? Donc, les preuves sont assez claires qu'en tant qu'être humain, nous avons tendance à nous engager ou nous sommes engagés dans toutes sortes de relations, à toutes sortes de niveaux, et que nous sommes motivés à maintenir ces relations-là. Ça, c'était le premier aspect comme preuve à l'appui que c'est un besoin fondamental, le besoin d'appartenance. Deuxième preuve à l'appui est le fait que ce besoin d'appartenance sociale, l'appartenance sociale, déclenche toutes sortes de phénomènes cognitifs et émotionnels chez nous. OK? Et ça, c'est clair dans le fait que plusieurs de nos cognitions, de nos pensées, portent sur des aspects de nos relations sociales. Nous sommes constamment en train de penser à autrui. En fait, un extraterrestre non social descendrait ici et nous trouverait absolument obsédés par les autres. Nous regardons des films, nous consommons des téléséries, ou des web-séries. Qu'est-ce qu'on fait quand on regarde un film? On regarde d'autres personnes. Et on est intéressé par leurs relations et les événements qui arrivent dans leur vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit un roman? On lit à propos d'autres personnes et de leur vie. Et des événements qui arrivent et de comment ils ont fait pour régler des problèmes. Même si on sait que ce n'est pas des vraies personnes, c'est des personnages. Même chose avec des téléséries. Même chose avec des pièces de théâtre. On est obsédé par les autres. On est constamment en train de penser à autrui et on est aussi très concerné par ce que les autres pensent de nous. Je sais que certains de vous vont dire « Non, moi, ce que les autres pensent de nous, ça ne m'intéresse pas. » Quand les gens veulent dire ça, ce qu'ils veulent typiquement dire, c'est qu'ils ont tendance à être plus indépendants et tout ça. C'est très bien, c'est normal, il y a des gens qui sont comme ça. Mais il reste que ce que les autres pensent de vous, ce que les autres perçoivent de vous, etc., est très important pour pas mal tout le monde. Okay? On est tout le temps en train d'essayer d'inférer les caractéristiques d'autrui. Elle a dit ça, est-ce qu'elle est en train de penser ça? Elle a dit ça, est-ce qu'elle pense ceci de moi? Et ainsi de suite. Pas tout le temps dans le négatif, là, aussi dans le positif. Okay? On est toujours en train d'essayer d'expliquer les comportements des autres. Constamment. On est constamment en train d'expliquer les comportements, essayer d'attribuer les comportements des autres à certains facteurs. Okay? On a des conversations téléphoniques ou web ou des chaînes de textos où est-ce qu'on parle du comportement des autres à quelqu'un d'autre. Une personne A et une personne B qui parlent du comportement de la personne C.
On est obsédé par les autres, à essayer de les comprendre, à essayer de comprendre ce qu'ils comprennent de nous, et ainsi de suite. On est constamment en train d'essayer de prédire ce que les autres vont penser de nous. Encore là, pas nécessairement négatif, là. OK? Est-ce qu'il est en train de comprendre ce que je lui dis? Est-ce qu'elle apprécie le cadeau que je lui ai fait? Tu sais? Toutes ces des questions comme ça. On est constamment en train de penser à ces trucs-là. OK? Donc, au niveau cognitif, c'est assez clair que l'appartenance sociale occupe une immense place dans notre système cognitif. Une très grande quantité de nos cognitions sont à propos des autres et de notre relation avec les autres. Et c'est aussi vrai au niveau émotionnel. Des changements au niveau relationnel ont un énorme impact au niveau émotionnel. OK? Selon certains modèles des émotions, selon certaines théories, les émotions négatives, j'ai mis négatif ici, j'aurais dû mettre négative, désolé, arrivent lorsqu'on perçoit une menace à notre bien-être physique, comme la peur ou la colère. OK? Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ces émotions-là, de la peur ou la colère, on peut aussi les voir lorsqu'il y a la dissolution de relations ou la menace d'une dissolution de relations. OK? Parce que la dissolution de relations amène très facilement chez les êtres humains de la détresse psychologique, qui est caractérisée par de la peur, de la jalousie, de la tristesse, de la colère. Et ça, ce que ça suggère, c'est que cette dissolution de relations, ces cassures de relations, sont perçues comme une réelle menace au bien-être par le système, par les humains dans le fond, tu sais. Et ce qui fait qu'ils ont toutes ces relations-là. Pourquoi est-ce que si votre blonde casse avec vous, si votre chum casse avec vous, vous êtes tant en détresse? OK? Si ce n'est pas important pour votre bien-être. Okay? Vous êtes en détresse parce que votre système percevait cette relation-là comme très important au bien-être. Si un ami tout à coup arrête de vous parler, est silencieux avec vous pendant des semaines et des semaines et des semaines, okay? Ça va vous mettre en état de détresse. Okay? Encore là, il y a des gens qui sont différents, plus ou moins en détresse. Okay? Mais il reste que vous n'allez pas le prendre positivement. Donc, ceci suggère ces genres d'émotions-là, négatives, qui typiquement sont là pour nous aider à nous protéger physiquement et à maximiser notre bien-être physique, notre survie dans le fond. Elles s'activent lorsqu'on casse des relations ou lorsqu'il y a la dissolution de relations. Et ça, c'est ce que ça suggère, c'est que pour notre système émotionnel, les relations sont extrêmement importantes pour notre survie et notre bien-être. Okay. Et donc, vous avez tout un système émotionnel, tout un paquet d'émotions, tout un paquet de réponses émotionnelles qui vont être déclenchées en fonction de ce qui arrive avec vos relations sociales. Et le fait que nous avons toutes sortes d'émotions déclenchées en fonction de ce qui arrive à nos relations sociales suggère que l'appartenance sociale est vraiment inscrite dans notre système, physiologiquement. C'est pas juste le fun d'avoir des relations sociales, ça fait partie de ce que c'est être un être humain. C'est profond. Et l'inverse est aussi vrai en fait. Hein? Nous avons des relations parfois très positives lorsque nous avons la formation de nouvelles relations. Okay? Très souvent, former une nouvelle relation est associé à un élan d'émotion positif qui est très, très fort, très, très plaisant. Okay? C'est le fun de se faire des nouveaux amis. C'est pas juste fonctionnel et « Ah, je me suis fait des nouveaux amis ». Encore là, il y a des gens qui peuvent être moins émotionnels que d'autres. Mais généralement, c'est profondément plaisant de se faire des nouveaux amis, par exemple. Ou profondément plaisant de se faire un ou une nouvelle partenaire intime, par exemple. Okay? De rentrer en couple avec quelqu'un. Écoutez, quand les gens rentrent en couple, ils sont au 7e ciel, là. Ils sont aux petits oiseaux. Là. C'est le bonheur absolu. Okay? Pensez à ce que ça veut dire. Personne ne rentre en couple en disant « Bon, ben, c'est le fun.
c'est fonctionnel. Là, on va pouvoir s'entraider, puis peut-être qu'on aura des enfants à un moment pour que je puisse passer mes gènes à la prochaine génération. Non, les gens qui rentrent en relation, en couple, sont généralement en état d'extase. OK? Et ça suggère justement qu'il y a tout un système émotionnel qui est tuné, entre guillemets, OK? Accordé, si on veut, à ce qui se passe au niveau relationnel. Bon. Donc, nous sommes très motivés à maintenir et à former des relations sociales. Notre système cognitif est très relié à la sphère sociale. Nous pensons énormément, nous prenons énormément d'énergie à traiter de l'information par rapport à nos relations sociales. Notre système émotionnel est extrêmement accordé à tout ce qui se passe au niveau social. La vaste majorité de nos émotions sont reliées à ce qui se passe dans des relations sociales. Okay? Donc tout ça suggère que oui, c'est un besoin fondamental profond et non pas juste c'est le fun d'avoir des relations. Qu'est-ce qui arrive si nous n'avons pas assez de relations sociales? Si on n'a pas assez de relations sociales, ce qu'on voit, c'est quelque chose qui arrive quand un besoin fondamental n'est pas comblé. C'est qu'en première place, on essaie de faire de la substitution. Lorsque quelqu'un a un besoin fondamental qui n'est pas comblé, une des premières stratégies à faire, c'est de faire de la substitution. Donc, si vous avez vraiment soif, mais il n'y a pas de verre d'eau disponible, mais il y a quelque chose de liquide qui contient un peu de l'eau, mais c'est pas exactement liquide, c'est un peu grumeleux. Si vous êtes vraiment incapable d'avoir accès à de l'eau, à un moment, vous allez dire « Ok, je vais essayer de consommer ce truc-là. Ok? Je vais manger une pomme à la place, au moins il y a de l'eau là-dedans. » C'est cette logique-là. Je ne peux pas combler ma pulsion comme je voudrais, mais je vais essayer de substituer ça. Okay? Mon exemple est un peu bizarre là, avec quelque chose de grumeleux et qui contient de l'eau. Là, je suis désolé, je n'ai pas des bons exemples ce matin. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on n'est pas capable d'assouvir nos pulsions, on a tendance à trouver des moyens de substituer. OK? Et c'est la même chose au niveau de l'appartenance sociale. OK? Et l'idée, c'est que si vous n'êtes pas capable d'avoir des relations sociales d'un certain niveau, vous allez les substituer par des relations sociales d'un autre niveau. OK? Ça, c'est la substitution. Si vous perdez certaines sources de relations, vous avez tendance à les substituer par d'autres. Comme par exemple, des individus qui ont peu d'amis, les recherches suggèrent que ces individus passent plus de temps avec leur famille. Très souvent, une nouvelle relation amoureuse signifie un abandon partiel ou complet de certains amis, parce qu'on investit tout dans la relation amoureuse. On n'a plus besoin de certains amis, pas tous, là, mais de certains amis, certaines connaissances qui avant, c'était le fun de se tenir avec lui parce que c'est une connaissance, puis des fois on sortait, puis on s'amusait. Mais maintenant que j'ai une blonde, par exemple, je ne ressens plus vraiment le besoin de sortir avec tel chum pour aller, aller s'amuser à quelque part. T'sais. Et donc, ce qu'on voit, c'est que certaines relations sociales peuvent être substituées par d'autres. Et ça, c'est un phénomène que l'on retrouve lorsqu'on parle souvent de besoins fondamentaux. Okay? Un autre argument puissant pour l'idée que c'est un besoin fondamental, c'est, et j'en avais déjà parlé, la privation. Qu'est-ce qui arrive quand on prive quelqu'un du besoin fondamental? Si vous avez un besoin fondamental, si on vous prive de ce besoin-là, on devrait retrouver des conséquences négatives importantes. OK?
c'est ce qui différencie un besoin fondamental d'une habitude qu'on a. OK? J'aime bien écrire en utilisant tel genre de stylo. Pourquoi mes exemples sont si poches? Je sais pas. Je vais continuer avec cet exemple-là. Je vais voir comment poche il va être. J'aime bien écrire avec tel genre de stylo. Si vous m'empêchez d'avoir tel genre de stylo, ben ça va peut-être m'emmerder un peu, là. Mais je vais trouver une façon d'apprendre avec un autre stylo. Ouais, c'était vraiment un très mauvais exemple, j'en suis désolé. OK? Donc, ça, c'est pour des habitudes positives. Mais un besoin fondamental, si vous me privez de ce besoin fondamental-là, c'est pas juste que je vais être fâché puis je vais essayer de substituer à quelque part, c'est qu'il va avoir des conséquences négatives vraiment importantes. Entre autres au niveau de la santé. OK? Et c'est ce qu'on retrouve dans le besoin d'appartenance sociale. Lorsque vous privez quelqu'un de relations sociales, vous le privez de contact social, ce qu'on voit, c'est une réaction très forte au niveau du stress, une augmentation du risque de dépression, des difficultés d'ajustement, des difficultés d'autorégulation. Les gens se mettent à avoir de la difficulté à contrôler leur comportement, entre autres de consommation. Ils peuvent se mettre à boire, à consommer des drogues, etc. Okay? Et des problèmes de santé physique. Okay? Le manque de relations sociales est associé à toutes sortes de problèmes au niveau des infections, au niveau de l'inflammation. Il y a même des données qui suggèrent un lien justement entre la privation de l'appartenance sociale et des... bon, j'allais dire entre ça et le cancer, mais je ne veux pas dire parce que je ne veux pas vous faire croire que si vous n'avez pas d'amis, vous allez avoir le cancer, puis vous avez beaucoup d'amis, vous allez vous protéger contre le cancer. C'est pas ça. Fait que j'efface ça, mais l'idée, c'est que avoir un bon réseau social diminue votre risque de plusieurs maladies, incluant le cancer. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'avoir des amis permet de ne pas avoir le cancer. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que dans une analyse large de tous les facteurs, un bon réseau social vous protège contre toutes sortes de maladies, incluant aussi, entre autres, des maladies cardiovasculaires. Okay? Vous ne pouvez pas dire, ben j'ai plein d'amis, mais finalement, je peux fumer, puis boire, puis manger n'importe quoi. Dans le fond, j'ai plein d'amis, ça me protège de toutes ces maladies. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Mais l'idée, c'est que c'est bon pour la santé physique d'avoir des relations sociales. C'est bon pour la santé physique d'avoir des relations sociales. Et c'est mauvais pour la relation sociale, pour la santé physique, d'être privé de relations sociales, de se sentir tout seul pendant très longtemps. C'est mauvais pour la santé physique. Nous avons, dans nos sociétés aujourd'hui, surtout, et c'est apparu pendant la COVID-19, entre autres, mais ça existait avant, une crise de... Est-ce que c'est l'isolement ou l'isolation? Je pense que c'est l'isolement. L'isolation, c'est ce que vous mettez dans vos murs pour que ça ne fasse pas fret dans votre maison à l'hiver. On a une crise de l'isolement. Les gens, surtout les personnes âgées, entre autres, mais avec la COVID-19, ça s'est généralisé à beaucoup plus que les personnes âgées. On a des gens qui sont isolés, qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas assez d'amis, qui ne font pas partie de groupes, qui ne se retrouvent pas avec les autres. Et ça, c'est associé à toutes sortes de problèmes psychologiques et physiques. OK? Bien manger, bien dormir, avoir une bonne routine d'exercice, tout ça sont des composantes importantes de la santé physique, mais une autre composante importante de la santé physique, c'est faire partie de groupes, avoir des bons amis, sortir avec les gens, s'amuser avec les autres, écouter les autres, être entendu et compris par les autres. On pense souvent pas à ça. Souvent, on va dire, c'est santé physique, c'est l'entraînement physique, l'alimentation, puis le sommeil. Mais il y a aussi les relations sociales. OK? Donc, la privation cause toutes sortes de problèmes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme un besoin fondamental, comme une pulsion, le besoin d'appartenance sociale peut aussi
arriver à un niveau de satiété. Okay? Comme vous avez un besoin de consommer de l'eau, right? Très, très urgent, évidemment. Si vous ne consommez pas, je ne sais pas combien de jours vous pouvez vivre sans eau, mais évidemment, sans eau, vous allez éventuellement mourir. Okay? Mais ça ne veut pas dire que vous êtes constamment en train de vous gorger d'eau. Okay? Vous prenez un verre et vous arrivez à un point de satiété, où vous n'en voulez plus pour le moment. Et ce qui est intéressant, c'est que ça semble être la même chose au niveau des relations sociales. Okay? Il semble y avoir un certain niveau de satiété. Ce qui veut dire qu'après un certain nombre de relations, les gens ont tendance à arrêter ou diminuer ou être moins motivés à rechercher activement d'autres relations. S'il en arrive une comme ça et ils se font amis avec quelqu'un d'autre, ils vont l'accepter. Mais les gens qui sont très bien entourés au niveau de relations sociales ont moins tendance à activement rechercher des nouveaux amis. Ce qui suggère cette idée de satiété-là. Okay? Comme lorsque je vous ai donné un verre d'eau, vous avez beaucoup moins tendance à rechercher, à consommer d'autres eaux pendant au moins quelques heures. T'sais? Donc, on est motivé à former et à maintenir toutes sortes de relations sociales. On a un système cognitif et émotionnel qui est vraiment modelé alentour de tout ce qui se passe socialement, qui répond à ce qui se passe socialement alentour de nous, à nos relations sociales. Nous avons tendance, si nous n'avons pas assez de relations sociales, à faire de la substitution. Si nous en avons assez, nous avons tendance à avoir un genre d'effet de satiété où nous n'en recherchons plus. Et le fait d'être privé de relations sociales amène toutes sortes de graves conséquences au niveau psychologique et physique. OK? Ce qui commence à faire la preuve comme quoi c'est un besoin fondamental. En plus de ça, il semble y avoir toutes sortes de composantes physiologiques à notre besoin d'appartenance sociale. Il veut dire que c'est pas juste dans la tête, pour ainsi dire, ce qui veut rien dire, parce que si on regarde dans la tête, il y a quelque chose de physique, mais en tout cas, souvent les gens vont dire ça, c'est psychologique, c'est dans ta tête, c'est pas vraiment physique. C'est un peu pas comprendre les choses, là. Si on regarde dans votre tête, il y a du physique, et ce qui est psychologique est tout autant physique, parce que c'est le produit d'un cerveau dans un corps, et ainsi de suite. Mais en tout cas, on ne peut pas faire l'argument que tout ça, c'est psychologique, que dans le fond, c'est que vous êtes programmé à vraiment juste vouloir des relations sociales, mais c'est aussi dans votre corps au niveau physiologique. Votre corps répond physiologiquement aux relations sociales, au manque de relations sociales, à la possibilité d'en avoir. Lorsque vous avez la possibilité, vous n'avez pas assez de relations sociales, votre corps produit des substances. C'est ça que je veux dire par physiologiquement. Il produit des substances, des hormones, des neurotransmetteurs. Et ces hormones et ces neurotransmetteurs, leur production, leur fonctionnement dépend énormément des relations sociales que vous avez, de la quantité, de la nature, de la qualité, et ainsi de suite. Donc, non seulement vous êtes psychologiquement motivé aux relations sociales, mais physiologiquement, votre corps fonctionne de certaine manière que les relations sociales ont un impact sur votre physiologie. Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine présentation. À la prochaine.